Bonjour, mon invité aujourd'hui c'est Marie-Cécile Nave. Bonjour Marie-Cécile. On va avec toi parler de ce qui se passe aux États-Unis avec un Trump qui s'accroche au pouvoir. Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite. Quels sont les moyens légaux qu'il met en œuvre pour contester la victoire de Joe Biden? Alors, le refus de Trump de reconnaître sa défaite s'est fait en 3 étapes. Premièrement, des accusations de tricherie à grande échelle des démocrates, notamment sur le vote par correspondance. Et donc, Trump a exigé des recomptages des bulletins dans certains États et notamment dans certains comtés où il était particulièrement sujet à l'adversité, on va dire, des bulletins par correspondance. Le problème, c'est que partout, le recomptage des bulletins confirme le résultat des urnes et aucune plainte devant les tribunaux n'a abouti sur les questions de fraude. Et il y a peu de chances que ça aille devant la Cour suprême. Un exemple précis, en Pennsylvanie, la Cour suprême a déjà dit par 2 fois qu'elle n'avait rien à redire par rapport aux décisions des tribunaux locaux sur le fait qu'on puisse compter les bulletins par correspondance pendant 3 jours après le 3 novembre. Deuxième étape, les États fédérés ont jusqu'au 8 décembre pour certifier les résultats des élections. Trump fait pression sur les assemblées locales encore aujourd'hui pour que les États ne valident pas ces résultats, mais ça a aussi peu de chances d'aboutir. Et enfin, troisième étape, avant le vote des grands électeurs du collège électoral le 14 décembre, l'ultime option de Trump, c'est de contourner le collège électoral qui est déjà constitué en demandant aux États de désigner de nouveaux grands électeurs qui lui seraient favorables. Là, c'est vraiment antidémocratique. Les chances d'aboutir sont quasi nulles, mais il existe des failles dans les textes et notamment dans la Constitution qu'il faudra peut-être penser à combler désormais. Alors, jusqu'où pourra-t-il aller? Est-ce qu'il peut rester jusqu'au bout à la Maison-Blanche et qu'il faudra l'évacuer de force? Quels peuvent être les scénarios s'il s'entête ainsi dans la négation de la réalité? Alors, la Constitution américaine est claire, le mandat présidentiel actuel s'achève le 20 janvier à midi. Est-ce que Trump sera présent à la cérémonie d'investiture du nouveau président? Rien n'est moins sûr. Et ultime provocation devant les caméras, peut-être, acceptera-t-il de quitter physiquement les lieux, physiquement la résidence présidentielle? Et le transfert pacifique du pouvoir, c'est une des caractéristiques déterminantes de la démocratie américaine. C'est une norme qui a valeur de règle. Les autorités réfléchissent à la possibilité qu'il ne quitte pas les lieux. C'est très sérieux et les équipes de Biden y ont réfléchi aussi. Et pour Biden, les militaires pourraient l'expulser purement et simplement de la Maison-Blanche ou bien les services secrets. Alors, les services secrets, c'est un organisme civil qui est chargé de la sécurité du président. Est-ce que lui, il peut même essayer de s'en servir pour rester illégalement au pouvoir? Bon, là, ce serait vraiment un abus de pouvoir. Et côté des forces de sécurité, du côté des militaires, c'est impensable parce que les militaires prêtent allégeance à la Constitution et non à Trump. Ils l'ont dit, ils l'ont répété par la voix du général Mark Milley, qui est le président des chefs d'état-major des armées, en disant que l'armée était apolitique, elle n'était pas au service de Trump, elle était au service de la Constitution. Donc oui, l'hypothèse que l'armée vienne le déloger est tout à fait possible avec Trump, tout est possible. Alors, en tous les cas, il ne sera plus à la Maison-Blanche le 21 janvier, mais il ne va pas disparaître de la circulation. Qu'est-ce qu'il peut faire pour gêner Biden? Alors, il met déjà en danger les premiers temps de la présidence de Biden et plus que ça, il met en danger la nation américaine parce qu'il interdit à ses équipes d'entrer en contact avec les équipes de Biden pour les briefings de sécurité sur le terrorisme, sur l'islamisme, sur tous les problèmes de sécurité intérieure, comme c'est l'usage pendant la période de transition. Donc, il y a déjà une mise en danger de la sécurité américaine. Et puis, dans la période qui s'échelonne jusqu'au 20 janvier, il essaie par tous les moyens de nommer à des postes qui restent encore vacants dans des agences nationales, dans des postes de juges, des gens qui vont être très hostiles à Biden et qui vont ralentir son travail. Il a envisagé de frapper militairement l'Iran et pour fragiliser là encore ce que Biden voudrait faire dans la région avec la renégociation d'un accord sur le nucléaire. Donc tout ce qu'il pourra faire pour gêner la période de transition et les premiers mois de pouvoir, il est en train d'essayer. Et puis ensuite, le Trumpisme va
va survivre à Trump. C'est-à-dire que Trump reste dans le champ politique ou non, le Trumpisme va lui survivre, c'est-à-dire qu'il est en train d'imposer des normes de désinformation, de mensonges, et pendant 4 ans, très probablement, il va essayer d'imposer l'idée que Biden, c'est un président qui est élu de manière illégitime, que la démocratie est truquée. Donc voilà, on va encore assister à la stratégie de chaos de la terre brûlée, comme le dit Le Monde dans un article d'hier, qui minera un peu plus la démocratie. Et c'est très inquiétant, même si Trump n'est plus dans le champ politique. Merci Marie-Cécile. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de Trump. On aura l'occasion d'en parler. Merci Marie-Cécile. Merci beaucoup.